ensemble, on a le temps. D'abord, si tu veux bien, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux, nous parler un petit peu de toi? Je sais pas quel âge tu as, et où est-ce que tu es né? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Enfin voilà, allons un peu à la base de ton parcours, si tu veux bien. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Donc, moi, je suis un Lyonnais de 45 ans. Donc, je suis plus tout à fait un piou-piou. Voilà, j'ai pris le temps de me tanner un peu le cuir avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, je suis né en Tunisie, d'un papa tunisien, d'une maman franco-tunisienne. Donc j'ai fait toutes mes études jusqu'au bac au lycée français de Tunis. Et en fait, je suis arrivé à Paris, à Versailles précisément, pour faire une classe prépa. Parce que là, pour le coup, classe prépa, il n'y a pas le choix. Faut venir, j'allais dire en France, mais même pas, faut venir en métropole même. Même dans les dom-toms, il y a pas trop d'offres de classe prépa. Et moi, je voulais faire une école d'ingé post-classe préparatoire. Tu as fait quoi comme prépa, toi? Alors, moi, j'ai fait une prépa qui n'existe plus, qui s'appelait OK. BCPST, Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre. Alors, il y a l'héritier qui existe toujours. Et donc, c'est ce qui amène aux écoles d'agro. Voilà, donc, moi, j'ai fait une école agro. Donc, j'ai coutume dire que je suis un terrien. Voilà, je suis quelqu'un qui a mis les mains dans du très, très concret dès ma première année de stage. Voilà, mais comme beaucoup d'écoles, on pourrait parler des mines, des ponts, voilà, donc des écoles qui ont une histoire très ancrée sur un métier. Aujourd'hui, l'agro-Paris, ça forme à tout un tas de métiers. Le truc qui est très drôle, c'est voilà, ça s'appelle l'agro et le premier recruteur de ma promo, c'était IBM. En fait, c'est assez marrant. Voilà, donc c'est une école très généraliste où on fait plein de choses. Quand je suis sorti, j'ai fait 20 ans de distribution. Alors, dans Alors une ouais, boîte que tout le monde connaît. absolument, tu as donc ça voilà, c'est exactement là où je voulais qu'on aille, c'est qu'effectivement, rien a priori ne te prédestinait, à la blockchain, aux Hum, cryptos, RWA et tout ça. Moi, je me suis un peu renseigné, sur toi et j'ai vu effectivement que tu as fait, pas mal d'années chez Auchan. ouais, Heu, donc est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu ce que tu faisais? Est-ce que ça t'a apporté, alors avec plaisir. Alors, ce que j'ai fait chez Auchan, globalement, donc j'ai passé 16 ans, hein, donc c'est la boîte où j'ai de loin passé le plus de temps. J'ai fait les trois quarts de mon parcours en opérationnel, donc j'étais en magasin. Je faisais partie des gens que vous croisez tous et toutes quand vous faites vos courses. Voilà, donc j'ai commencé comme chef de rayon en sortant de l'école. Et puis je suis allé jusqu'à être directeur adjoint, donc directeur stagiaire avant de prendre un hypermarché. Et à ce moment-là, j'ai changé de trajectoire. Euh, En fait, moi, j'ai toujours été geek. Hein. De toute façon, je ne pense pas qu'on entreprenne dans le Web3 si on n'est pas geek depuis très longtemps. Mais tu Euh, ça dépend. Non, c'est pas vrai parce que tu vois, pour le coup, il y a plein de gens, ils se sont lancés, pour autre chose que de la tech. D'ailleurs, c'est un mème de dire: «Moi, je suis là pour la tech», mais il y en a plein. Moi, par exemple, je suis pas un techos, pas du tout. alors, sans être techos, mais en général, on a tous un intérêt pour la technologie, pour Ah oui, l'usage, pour peu d'accord, alors importe. peut-être, dans le sens où les jeux vidéo, C'est tout ça, ça. exactement. OK, d'accord. Exactement. Tu fais quoi comme Je type suis pas, de jeu, je suis pas toi? du tout un développeur, mais j'ai un côté geek depuis très longtemps. OK, OK. Voilà, j'ai tripoté des ordis assez jeunes. J'ai fait, j'ose même pas dire la première console sur laquelle j'ai joué. Voilà. Donc, C'était quoi? Parce que moi, c'était Atari. ouais, moi aussi. Ah bah voilà, mais pourtant on n'a pas le même âge, hein. Mais de toute façon, c'était la première, je crois, de toute façon. Donc Il fut une époque où Atari était le poids lourd. c'était génial. Moi, je me rappelle à Voilà. l'époque, j'ai des souvenirs. Bon, OK. Et donc, à l'époque où j'étais en train de me préparer pour prendre un magasin, c'était l'époque où on parlait beaucoup de mêler le magasin physique avec l'expérience digitale. Voilà, des parcours où on réserve en ligne, on va en magasin. Ça paraît une évidence aujourd'hui, mais à Le l'époque, c'était le tout drive, début. c'est ça, Alors, c'était il y a le drive, il y a le click and collect, voilà, toutes ouais. ces choses-là. Et donc, moi, j'ai eu on va dire, en magasin prototype beaucoup de ces choses. Et donc, on m'a dit, bah tiens, là, on va démarrer une vraie transformation digitale de l'entreprise. Est-ce que tu peux venir t'en occuper? Et donc, j'ai quitté le magasin pour aller piloter vraiment du projet de transformation d'Auchan.
Quand j'ai quitté Auchan, j'étais faire la même chose pour un autre groupe de distribution pendant 3 ans. Et donc, Donc c'est en là gros, l'époque. tu étais un peu dans le département, genre Auchan Innovation, quoi, un peu. C'est un peu ça. Voilà. Alors, avec vraiment l'objectif, pas de faire des innovations un peu dans leur coin, mais de transformer vraiment des process un peu lourds de l'entreprise. Et donc, ça, c'est à ce moment-là, donc là, je te parle de 2016, que j'ai eu mon premier contact avec la blockchain, puisque mon rôle, c'était aussi de regarder ce qui se passait en termes de technologie et de voir s'il y avait des choses à faire pour Auchan, puis pour l'autre entreprise pour laquelle j'ai travaillé. Et donc, j'ai jamais lancé pour les deux grands groupes pour lesquels j'ai travaillé d'expérimentation basée sur la blockchain. Par contre, j'en ai profité pour attraper le virus. Ok, c'est intéressant. Et quel type de use case tu as pensé? Est-ce qu'aujourd'hui, la grande distribution, elle s'intéresse ou elle utilise de près ou de loin la blockchain? Alors, on ne parle pas de Carrefour qui fait son recrutement dans le métaverse, hein, mais vraiment au niveau process, tu as des exemples Alors aujourd'hui, on va dire en cas d'usage visible du client, vraiment déployé, pour moi, il n'y en a pas. Ok. Voilà. En tout cas, pas une échelle où beaucoup de gens le voient. Il peut y avoir des tests par-ci par-là dans quelques magasins, mais je connais pas d'enseigne en grande Mais distribution ce serait ni pour faire quoi? alimentaire. Ce serait de quoi? De la traçabilité, de la fidélisation? Ce serait quoi? Exactement. Alors aujourd'hui, ce qui existe, c'est des expérimentations en supply chain. Ok. Ça, il y en a. Voilà. Alors, il y en a plus en grande distribution spécialisée qu'en grande distribution alimentaire, pour une raison hyper simple. Alors, quand je prends de la distribution spécialisée, on va prendre un truc extrêmement large. On va aller de Decathlon à Louis Vuitton. Tu vois, c'est un peu large comme scope. Mais en fait, la particularité de ces métiers-là, c'est que c'est des métiers où c'est maîtrisé de la fabrication jusqu'au magasin. Et donc, c'est vachement plus facile d'implémenter des cas d'usage qui sont, par exemple, la traçabilité depuis la fabrication jusqu'au magasin final. Là où quand tu regardes ton supermarché, il va agréger plein de produits de plein de marques différentes. Il maîtrise finalement assez peu la Ouais, chaîne logistique des il produits. passe par des plateformes d'achat en plus, il ne passe pas directement par le producteur. Ouais. Voilà. Donc, Tu vois, donc en parlant de distribution, excuse-moi de te couper. hein, À vas-y. l'époque, moi, j'avais bossé et j'avais été en contact avec Lug, qui faisait partie du Ouais, groupe Casino. Donc là, on est clairement dans la grande distribution. tout à Il y avait fait. une initiative, alors elle a été depuis, elle a échoué, mais il y avait une initiative d'émission d'un stablecoin euro. Voilà, est-ce que tu peux parler, est-ce qu'à l'époque, tu avais suivi ça à l'époque? Ah oui, alors j'avais suivi un peu ça. En fait, alors moi, ça fait partie des choses où j'ai la conviction qu'il y a une valeur à créer pour le client. Donc, pour moi, le luxe s'inscrivait un peu là-dedans. Euh, et on va dire, de façon générale, tout ce qui va être collection, gamification, il y a beaucoup de choses dans la grande distribution qui tournent autour de ça. Donc, pour moi, les cas d'usage qui pouvaient être intéressants, c'est soit, alors, si on parle du luxe comme un stablecoin, euh, je vais être un tout petit peu provoque. Euh, Il y a, il y a un espèce de très très loin de stablecoin que tout le monde utilise aujourd'hui dans son supermarché. C'est les euros qu'on met sur ta carte de fidélité. Ouais, mais ça, c'est de la monnaie électronique. On est d'accord. Ouais. Donc, l'évolution naturelle de ça, c'est de dire, ben, en fait, je sors d'une carte de fidélité sur laquelle je crédite de la monnaie électronique et j'en fais quelque chose qui a un terrain d'usage plus large et plus interopérable. Et là, ça commence à ressembler un peu plus à dire, ben, je vais charger des stablecoins sur ton wallet plutôt que mettre de la monnaie électronique sur ta carte de fidélité. Mais tu vois, c'est l'étape suivante. Et la question, elle est toujours de dire, finalement, si je fais ça plutôt que charger de la monnaie électronique sur une carte de fidélité, est-ce que j'amène une valeur supplémentaire à mon client suffisante pour qu'il dise, ah bah, ça devient une raison de préférer cette enseigne ou ce magasin. Ok. Quand tu fais les collecteurs ou les gamins, ils ont des cartes Pokémon, des cartes Disney, etc., etc. Bon, bah, l'étape suivante, naturellement, elle est de dire, bah, si j'arrête de distribuer des tonnes d'albums papier et des tonnes de pochettes de cartes
et que je demande à Sorare de mettre sa tech en marque blanche pour des cartes qui valent beaucoup moins cher que celles de Sorare aujourd'hui, tu peux dire, tiens, c'est peut-être pas si con. Et puis, tu arrêtes de faire des choses qui sont un peu silotées. Donc, pour moi, sur tout ce qui est, on va dire, marketing, fidélisation, gamification et reward de façon générale du client, je pense qu'il y a des choses hyper intéressantes à faire. Maintenant, ça reste un métier euh, euh, où il y a du commerce, où on s'occupe du client, où la logistique, elle pèse très, très lourd. Donc, c'est vrai que c'est rarement des secteurs où on voit arriver des expérimentations lourdes sur des nouvelles technologies. Tu vois, pour Ouais. moi, la dernière innovation de rupture, tu l'as citée dans la distribution, c'est le drive. Ouais, ou les caisses automatiques. Oui, oui, mais tu vois, les caisses automatiques, on va dire que ça a fait gagner un peu de temps en caisse, mais ça n'a pas forcément changé ta vie. Ouais, Alors que t'arrêter avec ta voiture et qu'on te mette tes courses et que tu repartes, ouais, ça, il y a des gens qui aujourd'hui peuvent plus faire leurs courses différemment de ça. ouais, non, mais Voilà. je vois. Sauf que Donc, Drive, ça a 25 ans. Hein. ouais. Non, non, mais ouais, bah après, c'est vrai que souvent aussi, il faut savoir que ce sont des très, très grosses structures. Et Ouais, donc, forcément, tu sais, c'est comme un État, hein. Quand tu veux mettre de l'innovation, tu dois d'abord le tester dans un nombre pilote de magasins. Ça prend des mois, des années. Ensuite, enfin voilà, je pense qu'il y a aussi ce côté bien sûr. qui est très lourd, en fait. C'est quand on a du mal à faire avancer la grosse machine, quoi. Alors que sans doute qu'une petite boutique toute seule, ce serait beaucoup plus facile pour elle de tester ce genre de choses. Mais quand tu fais partie d'un réseau avec peut-être aussi des strates de décision qui sont extrêmement difficiles, ouais, je peux comprendre. Ouais. Mais il y a d'autres secteurs, c'est pareil. Hein, Oui, c'est pas propre à celui-là, on est d'accord. moi, j'avais bossé à l'époque avec Allianz sur des sujets blockchain. Et c'est pareil, enfin, je veux dire, dans le secteur de la banque et de l'assurance, etc., le pôle innovation, enfin, je veux dire, avant qu'une de ces innovations elle soit mise en œuvre, il va se passer, je sais pas, c'est une tous les 10 ans, quoi. En attendant, Ouais. ils cherchent. Mais voilà, donc je comprends ce que c'est, mais ok. Donc, alors ça, c'est intéressant parce que c'est dans le cadre de ton travail dans la grande distribution que tu découvres finalement la blockchain. Ouais. Mais alors, comment tu la découvres à titre perso, par contre? Parce que là, tu Alors, voilà, ouais. Bitcoin, tout ça, ouais. Alors, moi, je suis un curieux de nature, donc j'ai commencé par beaucoup consommer de contenu. Donc, j'ai appris, on va dire, d'un point de vue théorique. Et puis, au bout d'un moment, j'ai senti que je plafonnais, que je progressais plus, que j'arrivais pas à aller plus loin. Et là, Et on donc, est je en me quelle suis dit, année, pardon? Juste euh, pour situer à peu là, près. on est en 2018, quelque chose comme ça. OK. Donc, Et on donc, est juste après le bull run de 2017 avec les ouais, ICO et tout ça, quoi. OK. voilà. Mais je suis encore trop dans la théorie, si tu veux, pour moi, quand tu me dis le bull run de 2018, c'est très théorique pour moi parce que j'étais vraiment dans une forme d'apprentissage académique, on va dire. Donc, tu Et n'achètes rien. j'achète rien. Et en fait, je me dis à ce moment-là, tiens, je plafonne. J'arrive plus à progresser. Et donc, je me dis, bah, il n'y a qu'un seul moyen de progresser, bah, c'est de mettre de l'enjeu. Donc, je vais mettre un peu de sous. Et quand je dis un peu de sous, c'est genre, je sais pas, 100 ou 200 balles, hein, pas plus que ça. Euh, mais même à 100 ou 200 balles, bah, t'as pas envie de les perdre. Donc, ça te met un peu un coup de pied aux fesses. Et j'ai recommencé à progresser. Et après j'ai fait, je pense, alors, comme beaucoup de personnes qui ont appréhendé l'écosystème avant qu'il y ait beaucoup de création de contenu autour et beaucoup de vulgarisation. Parce qu'en 2018, il n'y en avait quand même pas tant que ça. Et donc, j'ai fait sur le tas, et puis j'ai fait plein de choses bien, et j'ai fait plein de conneries, comme tout le monde. Et donc, je me suis formé en autodidacte. C'est Voilà. quoi la Donc, plus grosse, aujourd'hui, c'est quoi la plus grosse connerie que tu as faite? Alors, quand on parle de conneries, j'imagine qu'on parle de pertes. Je sais pas sur quoi tu as investi et ça a été une cata. Si tu as un souvenir. bon, alors, c'est pas forcément un mauvais choix d'investissement sur un coin. Bah, il y a un jour où je me suis croûté en envoyant une transaction et puis elle doit encore être dans un trou noir, voilà, quelque part. Voilà. Ouais, Et c'est vrai.
C'est quoi, tu t'es Voilà. trompé d'adresse ou En fait, j'ai mélangé l'adresse et le réseau. Et donc, Ah oui, voilà, OK. petit, Eh oui. petit ratage. Et à l'inverse, là où tu es très humble aussi, il y a un jour, je me suis dit, ouais, attends, j'en ai marre de ce protocole. Je sors ce que j'ai dedans. C'est bon, j'ai fait le tour. Il faut que j'aille un peu sur autre chose. Et 12 heures après que j'ai tout sorti, le protocole s'est fait hack. C'était quoi, tu te rappelles? C'était, c'était, oh, alors, comment ça s'appelait? C'est Pancake Bunny. OK, je vois. Bon, en fait, Heu, dans la nuit, le coin est tombé à zéro. mais je vois c'est quoi et tu sais que ça me rappelle des souvenirs. À l'époque, c'était sur la BSC. Oui, c'est ça. C'est sur la Heu, BSC. C'était ah ouais, je me rappelle, hein. Oh là là, c'est vieux cette histoire. Ouais, j'étais dessus. J'ai fait des profits sympas et je crois pareil, je suis parti, un peu avant, ça m'a saoulé, Voilà. mais Et OK, moi, ça je suis parti, tu vois, j'ai vidé à 15 ou 16 heures. J'ai fait ma journée, je suis allé me coucher, je me suis relevé le lendemain, j'avais des articles de partout parce que le code était tombé à zéro, il y avait eu un hack dans la nuit, je me suis dit, ouais, t'as comme quoi, des fois, il y a des trucs, tu peux réfléchir à plein de stratégies, et puis il y a un moment où il y a un coup de vent qui te fait pencher du bon côté. Voilà, donc ça apprend beaucoup d'humilité aussi sur ce qui marche, ce qui marche pas, et finalement te dire que parce que tu peux je faire me des bonnes rappelle à choses. l'époque, il y avait des rendements très sympas sur Pancake Bunny, hein. C'était ça le Oui, truc, ouais, je me rappelle, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, comme quoi, hein, en fait, c'est ça le truc, c'est que, en fait, dès que tu as un rendement un peu lourd, tu as des risques, tu as plein de risques, en fait. Tu as le risque de liquidité, mais derrière, tu as aussi le risque de l'infra, en fait. Donc, voilà, alors effectivement, OK. D'accord, je comprends. Donc, tu fais un petit peu de DeFi, tu accumules, tu fais un peu de trading, un peu comme tout le monde, mais à ce moment-là, tu bosses déjà dans la boîte, toujours dans la grande distribution. exactement. À l'époque, je travaillais dans la distribution, alors B2B, et ce qui a été un peu l'élément déclencheur pour moi, ça a été, alors on devait être, ouais, de la deuxième moitié de 2020, comme ça, si je te dis pas trop de bêtises, et on est au plus fort des stupidités dans les grands médias. La blockchain, ça sert à vendre des cartes Panini qui valent rien à 400 000 dollars. La blockchain, ça sert à vendre des JPEG pixelisés à 100 000 dollars. La blockchain, ça sert à blanchir. Voilà. Et on lit en fait des trucs comme ça tous les jours. Voilà. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que le potentiel transformatif de la blockchain, il est à peu près équivalent à celui d'Internet. Voilà. On a juste le défaut aujourd'hui de ne pas avoir rendu cette tech aussi facilement accessible que peut l'être un site internet. Mais je pense vraiment que le potentiel de transformation, il est aussi grand. Et d'ailleurs, côté finance, c'est déjà très lourd l'impact de la blockchain. Et je suis parti des gens qui. Là, on a un problème de son. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bah si, mais ça va pas du tout le son. Donc je sais pas désactive ou réactive le son, je sais pas, mais dites-nous dans les commentaires si c'est que moi, mais je crois pas. Est-ce que c'est revenu? Non. Merde. Déconnecte et reconnecte. Oui, monsieur. Bon, en tout cas, c'est intéressant de voir que chacun rentre finalement dans la crypto par une porte différente. D'ailleurs, tiens, pendant ce temps-là, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez contribuer et vous pouvez bien nous aider dans GM Web3 en participant au Tipeee qu'on a mis en place. Donc, vous avez le lien ici, vous avez évidemment le lien en description de la vidéo. Et en fait, vous pouvez même à partir de 1 euro nous envoyer une petite contribution, voilà, pour nous soutenir et pour nous dire que vous aimez ce qu'on fait. Donc voilà, donc n'hésitez pas à le faire si vous ne l'avez pas déjà fait. Et merci évidemment à toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Mehdi, on réessaye? Est-ce que c'est revenu? Bah non, tu as une voix de robot. C'est bizarre. Ça marchait Bah, bien. bah oui, ça Attends, marche. vas-y, parle. Re-tentative? Ouais, non, non, on a une voix de robot, c'est trop bizarre.
Écoute, je sais pas quoi te dire, mets-toi sur l'ordi, hein, tant pis pour la vidéo, on t'a vu, ça y est, c'est bon. Bon, alors on recommence. Pas de problème, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Les aléas du direct. Bon, on va parler de tokenisation immobilière maintenant qu'on a compris un petit peu par quoi il est passé et comment il a découvert la blockchain. On va s'intéresser à ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes intéressé par ça. Est-ce que ça vous dirait, vous, d'investir dans l'immobilier avec votre wallet, hein, typiquement? Est-ce que vous avez déjà essayé sur d'autres plateformes? Je crois le leader de la tokenisation immobilière, tu sais que j'ai oublié son nom. Comment il s'appelle? Vous savez, l'américain, là, je connais que lui, mais je me souviens plus du nom. Si vous avez le nom, oubliez pas, mettez-le moi dans les commentaires. Vous savez, en plus, c'est le sponsor du Crypto Daily, donc forcément, vous le connaissez. Alors, réessaye de parler à Mehdi. C'est un nouvel essai? Voilà, le son est parfait. En fait, on Donc, ne peut pas tout avoir. Ouais. Merci Millésimé, voilà, c'est ça, Realty, exactement. Donc, je disais, Mehdi, justement, je demandais aux auditeurs, merci à vous, si la tokenisation, ils connaissaient, ce qu'ils avaient déjà essayé, et auprès de quelle plateforme. Et j'oubliais le nom de Realty, ils me l'ont rappelé. Merci à vous tous. Donc, Mehdi, à nous, on disait que, voilà, donc toi, tu en as marre à ce moment-là de tous les préjugés autour de la blockchain. Et donc, à ce moment-là, quoi, tu décides de dire fuck la blockchain, moi, je vais en faire quelque chose de bien, c'est ça? en fait, je me dis, qu'est-ce que je peux faire auquel je crois qui peut impacter la vie de monsieur, madame, tout le monde. Voilà. Et vraiment au-delà de la communauté. Et je me dis, bah, on pourrait donner accès à des actifs difficiles d'accès à n'importe qui sous forme de token. Mon idée à la base, c'est ça. Ok. Mais ça, est-ce que ça existe déjà à ce moment-là? Et si oui, c'est quoi tes inspirations? Ou vraiment tu pars de rien? Parce que en 2020, à l'époque, j'imagine, c'est pas courant comme idée, ça. Non, c'est pas courant. Alors, l'idée me vient un peu on commence à parler de transférer la propriété d'œuvres d'art avec des NFT. Ok. Et à ce moment-là, je me dis, bah tiens, ok, pourquoi pas, le NFT comme certificat de propriété. Et je me dis, mais en fait, peut-être qu'on pourrait faire ça en tout petits morceaux pour autre chose que de l'art, parce que l'art, c'est quand même particulier. Et donc je me dis, bah tiens, on pourrait penser à des actifs qui intéressent tout le monde. Et d'ailleurs, à la base, c'est pas forcément à l'immobilier que je pense tout de suite. Ok. Là, il y a mon côté ingénieur agro qui refait coucou. Souvent, quand je fais une prise de parole devant une grande salle, je demande dans la salle qui pense que la terre agricole et la forêt sont des actifs vitaux pour une nation. Là, en général, j'ai 98% des mains de la salle qui se lèvent. Ok. Et après, je demande qu'il y en a dans son portefeuille d'investissement. Là, il me reste 2% de la salle. Bien sûr, oui. Et je me dis, bah, tiens, c'est pas normal. Tout le monde se dit, c'est vital, c'est la définition de base d'une valeur refuge. Personne n'en a. Pourquoi? Personne ne sait comment ça s'achète. Personne ne sait comment ça se revend. Personne ne sait comment ça s'évalue. Et donc, ça reste un marché un peu d'initiés. Et dans une moindre mesure, tu vas retrouver ce problème-là sur l'immobilier où c'est gros ticket d'entrée, je suis inquiet de la valorisation de mon bien, je suis inquiet de savoir si le locataire va payer, je suis inquiet de plein de choses. Et donc, je me dis, bah, c'est peut-être la bonne classe d'actifs pour démarrer parce que c'est paradoxalement un investissement qui est hyper anxiogène et en même temps l'investissement préféré en France. Ouais, je vois. Ok. Donc là, bon, sur le constat, aujourd'hui, il est fait. Aujourd'hui, en 2025, évidemment. Alors peut-être qu'à l'époque, il est peut-être un peu précurseur. Je répète, à l'époque, il y a déjà des acteurs sur la tokenisation. Alors, au moment où j'y réfléchis, je pense que Realty devait avoir démarré depuis pas très longtemps. Je ne sais plus exactement quand ils ont démarré. Et en tokenisation, on va dire RWA, c'est tout ce qui existe. Et après, il y a quelques initiatives pour fractionner plutôt en mode papier, où mine de rien, ça a quand même un lien de parenté, au moins sur le marché primaire,
avec la tokenisation. Mais effectivement, il n'y a pas grand-chose. Et Ouais. depuis, il y a des velléités pour tokeniser vraiment, je ne vais pas dire tout et n'importe quoi, mais on voit des idées hyper originales sur le sujet. Ouais. Non, mais complètement. De toute façon, tokenisation, c'est devenu limite un buzzword. Ouais. Alors, on en est un peu revenu. Il y a eu la hype de la tokenisation il y a quelques mois, peut-être un an et demi. Après, c'est un peu redescendu, mais ça peut revenir à tout moment, on le sait très bien. Mais effectivement, tu as raison, on a tendance aujourd'hui à vouloir tout tokeniser, à mettre de la blockchain partout, même là où forcément, ce n'est pas forcément utile. L'idée, c'est que tu as parlé des œuvres d'art, on peut parler des titres, des actions. Hein. On a Binance, il y a quelques années, qui avait lancé les actions tokenisées, notamment avec Tesla, Apple, je crois, sur Binance. Et ensuite, ils les ont retirées pour des raisons réglementaires, etc. Et ça va peut-être revenir parce que, par exemple, qui c'est qui avait dit ça? Coinbase veut que son action soit tokenisée. Déclaration, vous pouvez retrouver il y a 10 jours. Hein. Donc, ça va revenir, la tokenisation des titres financiers. On a la tokenisation immobilière, on a la fameuse tendance RWA dont tout le monde a parlé il y a quelques mois de cela, avant que finalement les gens se disent « ouais, en fait, c'est boring et le potentiel, c'est dans 10 ou 15 ans ». Et en même temps, quand on parle de marché, les RWA aujourd'hui, je crois que c'est 18 ou 19 milliards de marché. Mais à côté, tu as un potentiel en centaines de milliards, voire en milliers de milliards. Donc, voilà. Alors, on va essayer de s'intéresser un peu à ça, Mehdi, justement, à ce marché. Comment tu décides de l'adresser et comment tu décides de fonder, justement, Atoa? Est-ce que tu es tout seul? Est-ce que tu le fais en parallèle de l'autre boulot? Est-ce que tu te mets au chômage? Enfin, concrètement, comment tu te lances? Alors, j'ai passé un peu de temps, on va dire, sur mon temps personnel à réfléchir. Parce que, alors après on rentrera un peu dans la mécanique, mais ce que je dis souvent, c'est qu'un modèle de tokenisation, c'est un peu comme une vieille horloge. En fait, quand tu ouvres la grande porte qui est à l'avant, quand tu vois le nombre d'engrenages, ça fait un peu peur. Et puis surtout, tu peux avoir une bonne idée sur un sujet technique, un sujet juridique, un sujet fiscal. Tu vas toucher un des engrenages et tu vas dérégler toute la machine. Donc, il y a beaucoup de jus de cerveau, beaucoup d'itérations avant d'arriver à quelque chose qui tienne la route. Et tu fais ça tout seul à ce moment-là ou tu es entouré? Non, à ce moment-là, je suis tout seul. Je discute pas mal du sujet avec des gens dans des meet-up. C'est lesquels tes préférés d'ailleurs? Parce que nous, on s'est vu à CryptoXR, on peut le dire, hein, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Ouais. Et si tu en fais en France, tu en faisais à l'étranger, c'est quoi comme événement que tu aimes bien? Alors, j'en fais essentiellement en France parce que je pense comme beaucoup d'entrepreneurs du secteur, je travaille beaucoup et donc je me déplace assez rarement. Après, en France, là, ce que je fais le plus régulièrement, alors à Lyon, c'est Meetup Lyon et Off-Chain. Je vais le plus régulièrement possible chez les GG. Cool. Voilà, quand je passe à Paris. Et après, clairement, alors, on a fait plein de salons avec du Web3 ou pas avec du Web3. Et franchement, le premier salon qu'on coche sur notre calendrier chaque année, c'est CryptoXR. Ouais. Il n'y a pas de sujet. Incontournable. Ouais. Ok, je vois. Voilà. Ah, on a été coupé. Tu m'entends? Non, là, la Oui. connexion n'est pas bonne. Là, c'est bon, c'est revenu. Ah, je dis, ouais, là, Max est un gars exceptionnel. C'est un salon où il y a plein de passionnés et c'est vraiment un événement qui a été conçu pour que monsieur et madame tout le monde puissent découvrir l'écosystème. Et comme c'est la raison d'être d'Atoa, voilà, pour nous, c'est une évidence d'y être tous les ans. Ouais, je pense qu'on partage ça. Et d'ailleurs, on voit dans les commentaires Odile ou Millésimé encore qui était là-bas et on s'est vu d'ailleurs sur place et ça m'a fait très, très plaisir. Ok, donc une phase d'idéation et ensuite, comment tu te lances tout seul et c'est quoi Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi ta situation personnelle à ce moment-là? Est-ce que tu es en poste? Est-ce que tu n'es pas en poste? Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui ont aussi une bonne idée et qui se disent, ok, mais moi, je ne peux pas. Mais en fait, tu peux. Mais comment toi, tu as fait, par exemple? Alors, moi, j'avais tout ce qu'il faut pour pas y aller. Quand je dis tout ce qu'il faut, je suis père de famille, j'ai 2 enfants.
Ma femme fait un métier génial, elle est enseignante. Malheureusement, c'est pas le métier qui rémunère le mieux. Voilà, j'ai le crédit de la maison sur le dos. Enfin, tout l'archétype du truc où il faut rester salarié. Après, en fait, moi, j'ai su très jeune que je voulais entreprendre. Donc, je me suis toujours dit, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il faut mettre des noisettes de côté tous les mois parce que le jour où tu auras besoin de taper dedans pour entreprendre, tu seras content de les avoir. Et donc, clairement, donc j'ai quitté mon job début 2021. J'ai été accompagné par le premier VC de France. Attends, parce que tu quittes ton job, mais quoi, tu démissionnes ou tu fais une rupture co? C'est une rupture. Ok. Non, mais c'est important parce Ouais, bien que sûr, bien sûr. si tu démissionnes, tu n'as pas d'allocation et que Tout à fait. c'est important. Le Voilà. premier VC de France, c'est Pôle emploi. Ça, quand Ah, même, d'accord, ok, j'avais pas ça, la. quand même, on l'oublie un peu. C'est qu'avant de parler de BPI ou autre, le premier soutien de l'entrepreneuriat, quand même, quand tu quittes ton job pour créer une boîte et donc essayer de créer de la valeur pour toi et pour le pays, c'est quand même Pôle emploi. Ouais, non, mais complètement, complètement. Ok, donc en fait, ce que tu fais une rupture conventionnelle. Donc là, à ce moment-là, le Pôle emploi, ils vont t'accompagner financièrement pendant 2 ans maximum. Ouais. Mais si tu ouvres ta boîte, tu peux même, je crois, récupérer un peu plus de sous au début ou en une fois. Ou En fait, tu as le choix. Soit tu as une allocation mensuelle, soit tu récupères un capital en une seule fois. Ça, c'est toi qui choisis. Ouais. Voilà. Et donc, moi, ça m'a permis de pas trop piocher dans mon épargne au début. Donc, j'ai complété ce que Pôle emploi ne couvrait pas. Et puis, quand je suis arrivé au bout, j'ai continué, là, pour le coup, en piochant tout dans ce que j'avais mis de côté. Voilà, parce que ça prend du temps à lancer une boîte, à trouver ses clients, etc. Voilà, donc Ta femme, elle te soutient à fond dans cette aventure, j'imagine. Tu peux pas le faire si madame, elle te soutient pas. non, je pense que c'est compliqué parce que alors, pardon, je vais dire des lieux communs, mais voilà, autant il y a des lieux communs d'entrepreneuriat que je ne soutiens pas, autant il y en a certains que j'ai vécu comme je pense tout le monde. Il y a le côté ascenseur émotionnel. Donc là, c'est que tu es quand même bien aidé quand tu as de la famille autour de toi. Voilà. Et quand tu es vraiment au bout du bout, que tu as envie de tout envoyer péter, tu te tournes, tu regardes tes enfants et tu dis que finalement tout ce qui t'arrive, c'est pas grave. Ouais. Voilà. Non, mais c'est la vérité. Mais ça, c'est dans le cas de pas que dans le travail d'ailleurs. Je veux dire, Bien sûr. on est des êtres sociaux et c'est vrai que c'est mieux d'être entouré quand on vit des moments. D'ailleurs, je pense que quand on vit des moments négatifs, mais aussi quand on vit des moments positifs, c'est mieux de les partager. Donc, Ouais, en fait, ça démultiplie les moments positifs et ça amortit les moments où c'est Ouais. compliqué. Et effectivement, je pense que si tu n'es pas soutenu, c'est pas gérable. Dans le sens où tu fais quand même un saut dans l'inconnu. Tu mets quand même ta vie globalement à risque. Hein. C'est que quand tu vas voir le banquier, tu dis je voudrais arrêter de rembourser mon prêt parce que je lance une boîte. Il n'est pas forcément super d'accord. Donc, tu as cette pression-là à gérer, qui est une pression quotidienne, de dire il faut qu'on boucle le budget du foyer tous les mois. Et si cette gestion-là, tu l'as avec un conjoint qui se dit merde, quand même, on se ferait moins chier si tu avais toujours ton salaire qui tombait tous les mois. Ça, au lieu d'être un soutien, ça devient un poids. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, déjà, si tu ne te serres pas les coudes à deux sur le projet, c'est compliqué. Et moi, ma femme, elle a été extrêmement loin. Hein. C'est qu'à un moment donné, je m'étais même dit, tiens, est-ce que là, je ne reprendrais pas un job à côté de la boîte? Mais sachant que je savais que ça ralentirait le développement d'Atoa. Et après, ma femme m'a dit, hey, c'est bon, ça fait 3 ans que tu dors pas. Ça accélère. Regarde ton canal Telegram, regarde ce que les gens disent sur le canal Telegram, regarde ce que les gens disent sur d'autres canaux. Non, et c'est bon. C'est aller au bout ou mourir. Elle me dit donc non, tu ne prends pas. Voilà. Elle a un rôle dans Atoa de conseil ou est-ce qu'elle parce qu'elle parle du Telegram, elle est dedans, elle est active. Alors non, elle n'est pas dedans. Elle est à côté de moi quand je regarde parce que moi je suis
Je suis un peu super connecté, trop d'ailleurs. Et elle a aussi un rôle qui est hyper important, alors qu'il y a quelques autres personnes de mon entourage ont, c'est le regard candide. C'est tiens, je me suis connecté à ton machin pour investir sur tel projet, ça c'est pourri, ça c'est bien. Ça... Donc là, donc il y a plein de trucs à améliorer sur Atoa, j'en ai une liste longue comme le bras, mais finalement, être entouré de candides et de gens qui ne sont pas tous des geeks, c'est hyper précieux en fait pour améliorer ton produit. C'est le regard frais dont tous les fondateurs ont besoin, quoi. Non, c'est important, c'est important. Tu sais, moi, je suis consultant à côté de ce média et justement, je rencontre tous les jours, j'ai des calls avec des fondateurs tous les jours et en fait, c'est ce qu'ils recherchent parce qu'ils n'ont pas cette personne qui va pouvoir lui dire ouvertement d'ailleurs et de façon très fraîche, mais non, mais ça va pas du tout en fait. Alors que c'est hyper précieux pour un entrepreneur. Eh ben, je vais vous partager une grosse partie de ce que j'ai fait en 2021, qui, je pense, fait peur à plein d'entrepreneurs. Et si j'ai qu'un message à passer sur l'entrepreneuriat, ce sera celui-là. Une grosse partie de ce que j'ai fait à partir de mai-juin 2021, ça a été raconter au plus grand nombre de personnes possible ce que je voulais faire et comment je voulais le faire. A priori, c'est contre-intuitif. J'ai une super idée, je ne vais pas raconter à la terre entière c'est quoi ma super idée, je vais me la faire piquer. Je pense que tous les entrepreneurs l'expliqueront, non pas avec la grosse tête, mais avec beaucoup de sincérité. Le plus difficile, c'est pas l'idée, hein. Oui, c'est l'exécution. Voilà. Le plus difficile, c'est de dire j'ai une super idée, maintenant j'ai un truc qui marche que les clients peuvent utiliser. Le plus dur, c'est ça. Donc, pour moi, il ne faut jamais avoir peur de partager ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que ça a amené chez moi, très concrètement? Première chose, on parlera tout à l'heure d'un truc qui s'appelle la fiducie, qui est un peu la clé de voûte du modèle d'Atoa. La fiducie, d'où ça vient? Ça vient d'un godet que j'ai bu avec un avocat pendant un meet-up. Le mec me dit, mais t'as pensé à ça? Je dis, ah ben non. Et donc d'ailleurs, c'est l'avocat qui orchestre Meetup Lyon et avec qui on a terminé notre dossier AMF. Jérémy, si tu vois cette vidéo, big up. Donc voilà, on buvait un coup. Je lui ai expliqué ce que je voulais faire et il m'a dit ouais, tu vas encore faire un modèle avec un contrat commercial où les clients ils auront le droit sur rien. Je dis non, pas du tout. Moi, je veux absolument faire un transfert de propriété. Il me dit ah ouais, mais en France, c'est pas possible, etc. Et puis tout à coup, il a l'œil qui s'illumine et il me dit t'as regardé la fiducie? Et il m'a dit après coup qu'il avait dit ça à un certain nombre de personnes. Il m'a dit, mais de toutes les personnes auxquelles je l'ai dit, il n'y en a qu'un seul qui a passé la nuit suivante à potasser tout ce qu'il y avait sur ce truc-là et qui l'a exécuté. Donc, ayez pas peur de partager. Le plus dur, c'est pas l'idée, c'est l'exécution. Et j'ai rencontré Guillemette grâce à ça, qui est ma cofondatrice. Donc, Guillemette, c'est quelqu'un qui postait beaucoup sur LinkedIn sur l'immobilier, l'investissement des femmes, avec le côté insuffisant. Voilà, que les femmes ne s'intéressent pas suffisamment à l'investissement, à leur patrimoine, etc. Et qui publiait un peu sur le Web3. Et je me dis, attends, c'est génial. Il faut absolument que je parle à cette personne, que je lui parle de ce que je veux faire et que j'ai son feedback. Elle fait de l'immobilier, le Web3, l'investissement. Et donc, je présente ça à Guillemette. Et elle m'a rappelé quelques semaines après en me disant, ouais, en fait, la blockchain dans ton truc, c'est pas juste du saupoudrage marketing. Il y a une vraie utilité fondamentale. Est-ce que ça te dirait qu'on joigne nos projets, qu'on fasse ça ensemble? Donc, c'est aussi en parlant à plein de gens de ce que je voulais faire que j'ai rencontré le deuxième pilier de la boîte. Ok. Alors, justement, rentrons un peu dans le détail, si tu veux bien. Atoa, c'est quoi et pourquoi ça s'appelle Atoa? Alors, on pourrait faire un quiz. Alors, c'est pas un jeu de mots pourri avec à toi, déjà. Oui, on dirait à toi, c'est à toi, ça t'appartient. Et en même temps, il y a toi, il y a un toi. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Mais... Eh bien, écoute, c'est un heureux hasard. Je ne vais pas dire que ça n'a pas fait sourire quand on a choisi le nom. Mais en fait, à la base, ça ne vient pas de là.
la raison d'être de l'entreprise, c'est de permettre à plein de gens de se mettre ensemble pour faire de grandes choses. Acheter un immeuble, demain peut-être acheter une forêt, voilà. Donc c'est se mettre ensemble. Et ben si vous allez surfer aux îles Samoa et qu'on vous propose d'aller surfer Atoa, c'est pas quelqu'un qui va me surfer sur le dos, c'est qu'Atoa ça veut dire ensemble aux îles Samoa. Et parce que tu as un lien avec cette île, avec ces îles? Alors, en fait, il y en a deux. Le premier, c'est que je voulais ce mot ensemble nous parler beaucoup. Donc, on a cherché dans plein de langues du monde comment se disait ensemble. Voilà. Et après, il y a plein de gens qui ne savent pas où sont les îles Samoa. Moi, il se trouve que j'ai joué au rugby la moitié de ma vie et que les Samoa sont entre autres connus pour ça. Ouais. Voilà, donc il y avait un peu le côté clin d'œil. Voilà, donc Atoa, ça veut dire ensemble là-bas. Et il se trouve qu'effectivement, ça faisait plein de jeux de mots pourris avec à toi, avec le toi, mais c'est tout ce que tu as dit. Et donc on s'est dit, attends, c'est un super nom. En plus, c'est court. Le domaine était libre. Ça commence par un A, donc c'est facilement repérable. Ben, ça avait plein d'avantages. Et donc, c'est comme ça qu'on a choisi le nom de la boîte. Ok, c'est intéressant. Alors, c'est quoi à toi? Alors, Atoa, c'est une machine à tokeniser. Et je trouve qu'on fait de l'immobilier aujourd'hui, parce que Guillemette a une forte compétence sur l'immobilier, mais c'est d'abord une machine à tokeniser. On s'est dit, il faut qu'on invente un modèle qui permette de tokeniser potentiellement à peu près n'importe quel actif réel et qu'il le fasse avec la souplesse d'un token et la robustesse de la propriété. Voilà. Le fondamental qu'on a recherché au départ, c'était ça. Et donc après, on va parler un peu gentiment de droit et de régulation. Voilà. Mais ce qui nous a guidé dès le départ, ça a été de dire, il faut que ce soit hyper simple, hyper fluide, il faut que ça ouvre un champ des possibles énorme, et en même temps, il faut que ce soit hyper protecteur du porteur du jeton. Et que ce soit évidemment compliant avec les joies de la législation et de la réglementation européenne, bien sûr. Ouais. Ok, donc en fait, en gros, vous êtes finalement, ouais, c'est intéressant comme positionnement parce qu'en fait, en gros, typiquement, n'importe quelle entreprise peut venir te voir en disant, voilà, Mehdi, j'ai envie de tokeniser ça, je vais passer par toi parce que toi, tu sais comment faire technologiquement, tu sais comment faire réglementairement, tu as l'expérience aussi sans doute peut-être de la partie commerciale, comment, je ne sais pas, mais sans doute masquer un peu la complexité de la blockchain, rendre ça intuitif, donc tu connais tout ça, donc je vais passer par toi. Alors d'ailleurs, c'est très amusant, Mehdi, parce que on a reçu dans l'émission la semaine dernière Grégory Montfort, que tu connais certainement, qui a ouvert une entreprise qui s'appelle ACE Good. Et en fait, lui, il fait à peu près, en tout cas, il l'a présenté, la même chose. Alors, en gros, on bosse avec des entreprises et ils veulent tokeniser. Donc, lui, il est dans l'événementiel, le spectacle, l'art, la culture, etc. Et ben nous, on accompagne l'entreprise, l'événement, et on va s'occuper de tokeniser. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que ça n'a rien à voir? Non, alors vraiment, le Grégory se positionne comme une fonction support, vraiment d'entreprises qui vont vouloir faire de la tokenisation. Nous, ce qu'on a voulu, avant de se dire que demain on aiderait d'autres personnes, c'est dire qu'il faut qu'on fasse le truc jusqu'au bout pour nous. Et dire, on va se confronter à… Vous êtes votre propre POC. Exactement, exactement. Et il y a plein de gens qui sont déjà venus nous voir en disant, bah tiens, est-ce que je pourrais louer, répliquer ce que vous faites pour moi? Elle dit, écoutez, oui, un jour on proposera ça, mais là pour l'instant, on veut pousser le curseur jusqu'au bout parce que, alors, une des particularités, et on va y venir, c'est que on a notre montage juridico-réglementaire, il est unique aujourd'hui. Et donc, je serai de toute façon pas à l'aise pour dire à quelqu'un, viens t'en servir, parce que moi, il faut que je le pousse jusqu'au bout, il faut que je pousse son potentiel jusqu'au bout, son utilisation jusqu'au bout, et à ce moment-là, je serai à l'aise pour dire à d'autres, bah, voilà comment ça marche, tout est fluide, tout fonctionne parfaitement, viens t'en servir. Voilà, parce qu'aujourd'hui, la partie marché primaire fonctionne très très bien, mais on a un sujet de
de double effet qui se coule dans le modèle ATOA qu'on est en train de travailler, dont on va parler. Et celui-là, je veux vraiment qu'il soit au taquet avant que quelqu'un vienne s'en inspirer. Ok, donc là, concrètement, vous en êtes où aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut déjà acheter des tokens dont le sous-jacent est un titre de propriété d'une maison ou d'un appartement? Je te pose la question comme ça pour comprendre. Hein. Alors là, tout de suite, là, non, parce qu'on a bouclé notre dernier projet ce week-end. Donc, il y en a un autre qui va arriver. Mais oui, on a bouclé 9 projets au moment où on se parle. Donc, voilà, on n'est pas au stade du POC. Hein. On a eu, alors il faudrait que je refasse les comptes, mais on doit être à 2,2 millions, quelque chose comme ça, d'investis par nos clients sur nos projets immobiliers. Donc, en gros, c'est en moyenne 100-150 000 euros par projet, non? Alors, ouais, en fait, ça monte en puissance. Le plus petit faisait 100 000 et le plus gros, c'est celui qu'on a bouclé au mois de février qui faisait 650. Donc, alors, c'est intéressant. J'appelle ceux qui nous écoutent à bien comprendre que cette stratégie, déjà, il faut savoir qu'elle est intéressante parce qu'elle a causé la chute de bien des projets qui ont commencé avec des projets trop gros. Ils n'ont pas réussi à les boucler. Et forcément, si ton POC, donc vraiment ton premier preuve de concept, il n'y arrive pas, mais il n'y en a pas d'autres derrière. Donc, le fait d'avoir commencé par un petit bien, tu vois, par exemple, nous, je connais un projet qui s'appelle Shelters. Oui. Tu connais? Bon, oui. C'est français, tokenisation. Lyonnais, pas que français, lyonnais. C'est vrai. C'est des copains, en plus ils sont sur Multiversix, une blockchain que je connais bien. Bon, et donc l'idée c'est qu'eux ils ont commencé avec un garage à 20 000 balles, je crois, un truc comme ça. Et là, quand ils m'ont pitché leur projet à Bucarest il y a 2-3 ans, j'aurais posé qu'une seule question. Je ne parle même pas de la technologie, la réglementation, tout ça, c'était autre chose. Mais d'abord, ok, mais le premier truc que vous allez vendre, c'est quoi? Et quand ils m'ont dit une place de garage, j'ai dit c'est bon, bravo, vous avez compris. Commencez par un tout petit truc. Et ensuite, si ça marche bien, itérer et voyez plus grand. Et c'est ce que tu as fait. Donc déjà, pour ça, bravo. Donc déjà, belle réussite. Tu dis plusieurs programmes qui ont été vendus. Le dernier, 650 000 euros. C'est quoi le ticket moyen à peu près pour avoir un ordre d'idée? Les gens, ils mettent combien à peu près Alors, il y a vraiment un écart type phénoménal. Je vais te donner un chiffre parce que c'est la même chose sur nos 3 derniers projets. Alors, chez nous, un token, en marché primaire, c'est toujours 50 euros. On prend en fait on prend le montant de l'opération, on divise par 50 et ça donne la supply. D'accord. Ça, c'est clair. Donc, sur les 3 derniers projets, le plus petit client, c'est 50 euros. OK. Et le plus gros, c'est 50 000. C'est exactement la même chose sur les 3 derniers projets. Mais ça se trouve, c'est le même mec, hein? Enfin, non. C'est les deux mêmes mecs, hein. Le mec, il vient, il met 50 à chaque fois, et l'autre, il met 50 000 à chaque fois. Ok. Voilà, donc après, en fonction des projets. Mais à peu près, les gens, ils mettent combien? Il n'y a vraiment pas de moyenne. Maintenant, tu as un peu de recul. En moyenne, on va dire sur les petits projets, tu vas être aux alentours de 600-700 euros à peu près en moyenne. Et après, quand tu es sur des gros projets, du beau projet très patrimonial, ça va vite faire monter la moyenne à 2-3 000 balles. Voilà. Mais c'est la moyenne qui va être tirée par quelques très gros. Ah, bien sûr. Alors, j'ai plein de questions. Est-ce qu'il y a un maximum d'investisseurs autorisés ou est-ce que tu peux en avoir autant que tu veux? Alors non, il n'y a pas de limite sur le nombre d'investisseurs. Voilà, simplement, alors ça c'est une particularité à avoir en tête. Il y a un seuil qui est très important en réglementation, alors française et je pense même européenne, c'est 150 personnes. C'est à ça que je suis en train de faire allusion. Sinon, tu es obligé de faire de la documentation. Tu es obligé. Tout à fait, mais nous on est dans ce cadre-là. Ah ouais, donc c'est 150 max alors. Non. Nous, on est dans le cadre où on fait de la documentation. Alors, voilà, on en a fait au début. Alors, on parlera après régulation. On a stoppé à la demande du régulateur et là, on est en train de modifier un peu notre montage et on va en refaire à peu près d'ici un mois. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'appel public à l'épargne. Ouais. Alors que quand on est à moins de 150 personnes, alors quand on communique à moins de 150 personnes, c'est ce qu'on appelle un club deal. Donc un club deal, on est un peu
comment dire, libre de beaucoup de choses en termes de réglementation. Oui, parce que les gens, ils ont donné l'autorisation d'être contactés pour des opportunités de ce type-là. C'est pas du démarchage, quoi. Alors, même si c'est pas du démarchage, si tu connais des gens dans ta base qui t'ont dit ça m'intéresse, dès que tu proposes à plus de 150 personnes de participer à un projet, c'est plus un club deal. Ah, ok, d'accord. Voilà. Alors, je ne te dis pas qu'il n'y a pas des gens qui jouent avec les chiffres, mais en tout cas, ce que dit strictement la réglementation, c'est si je parle de ce projet à plus de 150 personnes, c'est plus un club deal, c'est de l'appel public à l'épargne. Après, il y a aussi une notion, je crois, il y a des investisseurs qualifiés aussi, je crois, qui te permettent aussi de… Alors en fait, tu as plein de notions. Tu as le côté investisseur qualifié. Tu as aussi un changement de réglementation en fonction du montant que tu lèves sur une année. 8 millions, je crois, c'est ça, non? Voilà, alors c'est 8 millions. Le chiffre européen, c'est 12. Donc, logiquement, tous les pays européens vont s'aligner sur 12. Voilà. Mais quand tu étais en dessous de 8 millions, tu déposais ce qu'on appelle un document d'information synthétique, qui est un peu plus. Alors, qui est quand même. Il y a de quoi faire, mais Okay. qui est plus synthétique. Quand tu passes au-dessus, c'est ce qu'on appelle la réglementation prospectus. C'est plus lourd. Ben, c'est ça, ouais. C'est Voilà. fou, ça. Et donc, attends, ça veut dire qu'en Europe, c'est 12 et nous, parce que comme d'habitude, on veut faire du zèle, on a mis à 8. Alors, non, historiquement, on est à 8. Et en fait, récemment, de façon quasi concomitante avec Mika. Et qu'est-ce qu'on attend pour passer à 12 alors? Je ne sais pas. Non, mais tu as compris pourquoi je te dis ça? Parce que bon, à chaque fois, on est plus dur que nos voisins. C'est insupportable. Non, mais alors, je vais te pointer autre chose qui, moi, m'a irrité. On a 4 acteurs en France qui ont obtenu un agrément PSAN. Ouais. La promesse, c'était quand même que l'agrément PSAN, il était déjà au niveau de Mika. Ouais, mais encore, parce qu'ils ne l'ont pas eu. Hein, ils ne sont pas Mika, hein, ceux qui ont eu l'agrément PSAN, donc c'était pas si évident. Hein. Non, mais c'est bien ma question. On avait quand même dit à l'époque, oui, ceux qui obtiennent l'agrément PSAN, ouais. On est quasiment dans du Mika automatique. Bah, attends, je vais aller plus loin, Mehdi, si tu veux, parce que moi, j'ai connu ça en 2020. À l'époque, quand tu avais le PSAN, pas le PSAN renforcé, pas l'agrément, le PSAN. À l'époque, je te jure que c'est vrai, en nous disant t'inquiète pas, tu as la clause du grand-père qui fait qu'il y aura une antériorité pour ceux qui sont PSAN. Mika, pour vous, ce sera une balade. Je te dis ça en 2020-2021. Donc toi, aujourd'hui, quand on parle d'agrément, à l'époque, ça devait normalement être évident. Et on voit bien, tu as raison, que Desblocs, par exemple, qui est agréé PSAN, ils ne sont pas Mika ready. Bah, moi, je m'attendais à ce que Desblocs ait son casque au mois de janvier. Bah ouais, mais non. La logique de ce qu'on avait entendu, c'était si tu as l'agrément PSAN, bah, c'est quasiment du Mika automatique. Voilà, bah, moi, ça m'a un peu énervé. Alors, tant mieux, hein, que Malte distribue les 3 premiers casques d'Europe, alors qu'on avait 4 agréés PSAN en France. Je crois qu'ils en ont distribué 4, notamment à OKX, je crois que Crypto.com aussi s'est fait. Bitpanda. Bitpanda aussi, ouais. Ouais, mais c'est insupportable parce qu'effectivement, tu te dis, nous, on a été en avance sur la réglementation crypto en 2019. Mika s'est largement inspiré de la loi Pacte et du PSAN. Et finalement, aujourd'hui, c'est d'autres pays, on en parle tout le temps avec Arnaud Toiti, hein, évidemment, et tu as d'autres pays comme Malte, mais tu as aussi République tchèque, Pologne, les pays d'Europe de l'Est, qui, eux, sont dans le cadre de Mika. Par contre, on va dire qu'ils sont plus cool. Alors, je ne rentre pas dans le détail, hein, mais on voit bien que, voilà, et en plus, peut-être que les frais juridiques sont moins chers là-bas qu'en France. Donc, tu mets tout ça… c'est chiant. Quoi. En tout cas, voilà, pour un acteur comme nous qui se projette demain vers Mika, c'est un peu frustrant de se dire que bah, les 4 qui étaient allés le plus loin sur le sujet du PSAN, bah, aujourd'hui, ils n'ont pas leur PSCA. Voilà, parce que donc, du coup, on se dit, bah, attends, si les 4 qui ont défriché, investi, qui sont un peu les 4 en pointe, l'ont toujours pas. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. L'écosystème s'observe aussi comme ça. On regarde quand on se dit bah, si les leaders qui ont le plus de moyens ne l'ont toujours pas, est-ce que moi je vais y arriver? Et je pense qu'il n'y a pas d'entrepreneurs aujourd'hui du secteur qui réfléchissent comme ça.
C'est pas le sujet de dire forcément je veux trouver quelqu'un de plus cool. C'est juste dire est-ce que c'est possible. Je vais te donner un exemple. Je sais qu'il y a un régulateur en Europe, parce qu'on me l'a confirmé plusieurs fois localement. Quand tu veux déposer un dossier régulatoire, il y a systématiquement, avant que tu engages beaucoup d'argent, l'avocat, etc., tu fais une réunion et tu dis bah, explique-nous ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, pourquoi tu veux être régulé, et ils te font un premier retour. C'est hyper précieux. C'est hyper précieux. Et ça, c'est ce que j'appelle business friendly. C'est pas qu'ils sont laxistes, c'est qu'ils trouvent ça normal de prendre 1 heure avec une entreprise qui veut se réguler, lui faire un premier feedback en disant écoute, ça nous paraît gérable, pas gérable. Ouais. Mais tu sais, ce que tu me dis là, moi, je peux te donner pareil, le témoignage d'une boîte française bien connue, très alignée avec le régulateur, vraiment, qui est partie à Dubaï. Et je lui pose la question, pourquoi tu es parti? Ben, c'est simple. En France, si je veux me faire réguler, on ne va pas me dire comment faire. Je vais devoir le faire tout ça, payer, tout ça. Et si j'ai le moindre problème, je vais me faire sanctionner. À Dubaï, je vais faire l'enregistrement, tout ça. Et si j'ai un problème, on va me dire, voilà ce qu'il faut faire pour que tu te mettes en conformité, on va t'accompagner, on va te conseiller. En gros, ils ne vont pas te sanctionner au début. Ils vont t'expliquer de ça. Et la sanction, elle vient si tu ne te mets pas en conformité. Et ça, vraiment, témoignage voilà, du fondateur du projet, tout ça. Bon. Donc, ce que tu me dis, évidemment, je ne suis pas surpris. Alors, justement, Tada, vous dépendez de quelle régulation? Parce que vous dépendez de MiCA, vous? Alors, Parce que je ne vois pas le rapport pour l'instant. En fait, alors c'est une des particularités d'Atoa. Le jeton qu'on émet aujourd'hui, c'est un security token. C'est considéré par l'AMF comme un security token. Nous, on a été convaincus très très tôt, enfin vraiment les premiers mois avec Guillemette, que si on voulait hacker le système, il fallait un utility token. Voilà. Si on voulait vraiment déloquer tout le potentiel de ce que la tokenisation pouvait amener, il fallait un utility token. Ça nous a pris 2 ans et demi d'aller-retour avec le régulateur, donc avec l'AMF. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure d'ajustement dans notre modèle dans quelques semaines. Et on a terminé le modèle qu'on va appliquer dans quelques semaines, fin d'année dernière. On l'a présenté à l'AMF et ils ont bien validé que dans notre modèle, on a présenté un modèle avec plusieurs jetons. Et ils nous ont dit, en fait, là, effectivement, ce jeton-là, c'est un security. Celui-là, on est d'accord, c'est bien un utility token. Et donc en gros, le principe, c'est que sur les projets, le client aura le choix de holder soit un titre financier, donc un security, soit de holder un utility. C'est le client qui choisira. Et à partir du moment où tu fais ça, ça veut dire que tu peux développer des cas d'usage autour de tes jetons qui sont la même largeur de cas d'usage que ce que tu peux développer autour d'une crypto aujourd'hui. Donc, tu peux envoyer. Là, je ne comprends pas. Enfin, c'est pas que j'ai pas compris, c'est que, si, j'ai pas compris. Comment, mais par définition, si c'est un titre financier ou un utility, c'est-à-dire que le sous-jacent n'est pas le même, et ça veut dire aussi que la promesse n'est pas la même. Un utility, c'est un produit constaté d'avance, alors qu'un titre financier, c'est un security, on va dire, c'est un titre de propriété. Donc, comment, dans un même modèle, avec le même produit, tu peux avoir 2 types de tokens? Est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que peut-être je suis passé à côté, excuse-moi. Alors, je vais l'expliquer. Je fais un disclaimer. Trop simplement. Ouais, le but, c'est qu'on comprenne, c'est pas qu'on aille acheter. D'ailleurs, je le précise. En gros, c'est soit tu holds un security token qui est un titre financier, soit tu vas loquer ton titre financier et on va te remettre un jeton qui donne accès à un certain nombre de choses et qui en même temps la preuve de dépôt de ton security token. Donc, soit tu vas chez le marchand, tu achètes une côte de bœuf et là, elle t'appartient. Soit tu vas récupérer juste le ticket de caisse. Exactement.
Alors, moi, je le dis différemment. Je dis, tu peux holder soit le titre financier, soit le ticket du prêteur sur gage, au choix. Mais l'idée est la même. Ok, j'ai compris. Voilà. Et donc là, c'est au choix du holder. Ouais. Ok. Vous, ça change quelque chose? Vous avez une préférence? Vous allez orienter la communication vers l'un, vers l'autre? Vous allez laisser un choix? Et est-ce que ça a un impact financier? Alors, le premier impact que ça a pour nous, c'est que ça nous impose de jongler avec deux régulations. Et ça nous impose une complexité technique pour rendre ça simple qui est assez lourde. Donc, le premier impact pour nous, il est celui-là. Après, c'est un peu le Graal hein, pour nous. On s'est battu pour ça. Pourquoi? Parce qu'on estime que le fait de pouvoir proposer ça, on va proposer une expérience où on pourra avoir comme client chez Atoa mes parents et un degen. Ouais, ça c'est bien de pouvoir toucher une communauté diverse. Et alors, si j'ai, est-ce que pour le holder, lui, ça change quelque chose par contre là pour le coup? Alors, ça Parce que, change. par exemple, tu dis celui qui a l'utility, il va avoir accès à des trucs, mais c'est quoi? Il va avoir des revenus passifs, il va avoir des j'en sais rien moi. Alors Il a non, il n'a pas, en tout cas, de revenus passifs dans le sens j'ai un utility token, donc on me verse du loyer, parce que ça, c'est une des définitions du security. Alors, il touche quoi lui? Voilà. Quand il aura son utility, alors, première chose, il pourra accéder à un marché secondaire facilité, parce que ça, sous MiCA, on peut, ce que tu ne peux pas faire sur un titre financier. Ouais. Tu pourras avoir des transactions. Oui. Excuse-moi, parce que pareil, je veux comprendre. Ouais. C'est vrai que les marketplaces traditionnelles, elles ne sont pas autorisées à permettre le trading de securities. Donc, par exemple, l'utility NFT, l'utility token, ça, tu peux le trader sur n'importe quel marketplace, n'importe quelle plateforme d'échange. Alors, s'il est listé, oui. Oui, par définition. En revanche, le security, lui, la seule façon de pouvoir permettre le trading, c'est que ce soit sur ta propre marketplace interne. Est-ce que je me trompe? Alors, c'est même plus compliqué que ça. C'est-à-dire que même si c'est moi qui ai émis le security token, si tu veux revendre ce security token à quelqu'un, même si c'est moi qui l'ai émis, tu vas devoir te mettre d'accord avec ce quelqu'un directement sur le prix. Celui qui va acheter va donner l'argent par un autre canal que chez moi. Et vous allez me dire, OK, on a tout fait. Mehdi, on te demande d'autoriser le transfert du token ou on te demande de transférer la propriété pour les clients qui ne holdent pas eux-mêmes leur token. Ça, c'est ce qu'on appelle un marché de gré à gré. C'est-à-dire que les gens se mettent d'accord de gré à gré, d'où le terme, et moi, je vais juste exécuter la partie juridique, administrative de la transaction. Donc, on est très, très limité sur ce qu'on peut faire en termes de marché secondaire sur un titre financier ou un security token. Donc là, c'est même pire que ce que tu as décrit, alors que sur un utility token, si on est MiCA, et ben là, on peut faire un carnet d'ordre, un vrai carnet d'ordre. Ok, je vois. Alors, d'ailleurs, comment ça se passe aujourd'hui pour les biens qui ont déjà été vendus, pour les détenteurs aujourd'hui? Est-ce que tu as du trading? Est-ce que les gens, ou est-ce que les gardent en fait? Non, alors les gens gardent aujourd'hui, ils gardent parce qu'ils n'ont pas le choix. Quand on a démarré, on a dit voilà, on a l'objectif de vous proposer un marché secondaire de gré à gré et dans un deuxième temps, un marché secondaire, un carnet d'ordre, un marché secondaire facilité. Mais on a dit à nos clients, voilà, au démarrage, on n'a pas ça. Donc, si vous nous rejoignez, vous savez qu'on va en avoir pour quelques mois à minima pour mettre ça en place. Ce qui a été un discours qui était assez aisé pour nous envers nos clients, parce que raconter que tu peux acheter de l'immobilier aujourd'hui et le revendre dans un mois, quand tu es sur un fondamental immobilier,
c'est pas possible sur de l'immobilier physique. Il n'y a aucune raison que ce soit possible sur de Ouais. l'immobilier tokenisé. L'immobilier tokenisé, c'est l'immobilier du vrai monde découpé en fractions. Oui, oui. Après, bon, il y a quand même une différence enfin, de mon point de vue, n'hésite pas à me contredire, hein, c'est que souvent, l'immobilier traditionnel, tu es obligé de faire un emprunt. Et donc, évidemment, tu ne vas pas vendre après 3 semaines parce que tu vas rembourser déjà tous les intérêts et tout ça. Alors que dans le cas du fractionnement, on va dire que moi, pardon, je le comparerais davantage avec ce qu'on appelle de la pierre papier, FCPI, SCPI, etc., même si c'est plutôt de la location commerciale, mais peu importe, plutôt que le marché immobilier traditionnel. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alors, oui, d'un certain point de vue, oui. Après, la différence fondamentale que tu vas trouver, c'est que, alors, dans les SCPI, tu as des droits d'entrée plus ou moins importants C'est qui vrai, sont soit directement à l'entrée, soit sous forme d'une clause de rétention. absolument. Nous, le problème principal quand on lance un projet, c'est que même si le projet est tokenisé, tu as quand même un monsieur qui intervient à la première transaction, ou une dame qui s'appelle notaire. Et là, tu as des droits de mutation que tu verses à l'État. Et Bien en sûr. fait, la première question avant de te dire mon bien va prendre de la valeur, pas prendre de la valeur, c'est dire bon, bah, j'ai quand même 8% globalement de ce que je Oui, dépense bien sûr, bien sûr, bien sûr. qui est à fond perdu. Et donc, il Non, faut quand mais même que. c'est bien 8%, on est d'accord. Mais quand tu compares avec un crédit sur 25 ans où tu vas payer 4% par an pendant 25 ans et qu'en fait, ça te fait certainement 150 ou 200% de frais, c'est pas comparable. Mais je vois ce que tu veux dire. Et évidemment, la liquidité que tu apportes avec la tokenisation, elle est évidemment hyper intéressante. Ma dernière question, puisque ça y est, on va toucher à peu près à la fin, c'est justement quel est l'avantage de la blockchain là-dedans? Parce que finalement, on a parlé d'investissement pierre-papier, Oui. c'est-à-dire l'investissement immobilier en tant que titre financier, donc soit dans une assurance vie, soit dans un compte titre, soit, bon, peu importe. À quoi ça sert de tokeniser alors qu'on a déjà inventé le fractionnement immobilier avec les produits financiers traditionnels? Alors, on va dire que l'intérêt peut potentiellement être limité si tu t'arrêtes juste au marché primaire, c'est-à-dire mon contrat ou mon token comme preuve d'investissement. Parce que finalement, si c'est juste pour acheter un morceau d'un projet, peu importe le montage, et je te dirai un mot quand même sur le nôtre, parce que c'est essentiel que les gens comprennent quand j'achète un token à Toa, qu'est-ce que j'achète réellement. Voilà, entre un bon contrat en DocuSign et un token pour prouver que j'ai investi, franchement, l'écart n'est pas extraordinaire. Voilà. Sauf Okay. quand on est dans la religion de la blockchain avec la self-custody, etc. Mais rappelons-nous, 10% des Français ont de la crypto. Dans ces 10%, il y en a 10% qui sont réellement en self-custody. Donc finalement, quand je me dis que je mets de la tokenisation pour cette raison-là, je donne une raison d'investir à 1% des gens. C'est quand Ouais. même vachement limitant pour un modèle. C'est pragmatique comme raisonnement. Par contre, si je commence à te parler de marché secondaire, que je commence à te parler, parce que tout à l'heure, quand j'ai parlé de utility token, je peux aussi te parler de transaction sur ce utility token, qui est une transaction actif numérique contre un autre actif numérique. Donc, je fais un pont finalement avec le monde crypto. Je peux faire du stacking, je peux faire de la DeFi autour de ce jeton. Et donc, c'est là où, pour moi, la tokenisation prend sa puissance. Pour moi, le token, il a beaucoup de valeur dans ce que tu vas développer autour de lui post-investissement. J'ai plus un investissement qui dort et je regarde ce qu'il rapporte. Finalement, j'ai un objet d'investissement qui va vivre. Le prêt sur collatéral, en fait, le nantissement aujourd'hui, les gens qui ont pas mal d'argent font du nantissement. Qu'on l'aime ou l'aime pas, on a parlé de Trump, on va parler de Musk tant qu'à faire. Elon Musk a racheté Twitter grâce au nantissement. Il a mis Le en garantie nantissement, beaucoup. voilà, le nantissement, c'est par exemple quand vous êtes au Monopoly, on parle d'hypothèque. Voilà. C'est un peu le pendant au niveau financier du nantissement. On hypothèque un bien immobilier et on peut nantir une assurance vie. C'est-à-dire que Exactement. pendant une durée, on va la mettre en caution, on va
on va la déléguer à quelqu'un, une banque en général, qui en contrepartie va vous prêter de l'argent. Et si effectivement, vous ne pouvez pas rembourser, l'assurance vie, elle est pour lui. En gros, je simplifie. Mais et donc, le Twitter a été racheté par Elon Musk. La partie qu'il a mis, lui, en cash, il a nanti des actions Tesla. Donc, il a mis beaucoup d'actions Tesla en collatéral chez une banque qui lui a prêté beaucoup d'argent en face. En fait, il faut comprendre que ces mecs-là, en général, ils dépensent très peu de leur argent. Parce qu'en fait, il aurait été obligé de vendre les actions Tesla pour en récupérer le fruit, ce qui aurait été complètement abruti pour faire une nouvelle acquisition, alors qu'il pouvait dégager du cash sans vendre les actions Tesla. Donc en soi, d'ailleurs, c'est ce que vous faites quand vous faites de la DeFi. Quand vous ne voulez pas vendre vos cryptos, vous les mettez en collatéral sur un protocole, vous empruntez des sommes qui vont vous permettre derrière, soit d'investir sur autre chose, etc. Donc, très clair, très clair. Voilà, et donc pour nous, ça faisait sens de dire, si tu as un jeton qui réplique finalement une fraction d'immobilier qui est quand même une valeur relativement stable, et que derrière, tu peux aller faire du nantissement, donc du prêt sur collatéral, c'est aussi quelque chose qui a du sens. Toi, tu le proposes ça déjà ou c'est dans ta vision à moyen terme? Alors, c'est pas à moyen terme, c'est vraiment quelque chose qu'on veut développer rapidement. Et alors, ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on n'est pas non plus obligé de développer entièrement nous-mêmes. L'intérêt du jeton aussi, c'est que tu peux avoir des entrepreneurs brillants, plus brillants que toi sur plein de choses, qui vont venir créer de la valeur pour tes clients autour de tes tokens. Et en fait, à partir du moment où tu te dis, plus il y aura de choses développées sur base de tokens Atoa, plus mes clients seront contents. Finalement, si j'ai quelqu'un de brillant qui vient développer tout un ensemble de cas d'usage DeFi autour de jetons Atoa et qui gagne de l'argent avec ça, mais que ça crée de la valeur pour mes clients, c'est génial. Et ça, quand tu es dans la blockchain, c'est naturel. Ouais, j'ai compris. Ok, écoute, très bien. C'est très clair. Et alors, le truc quand même que je vais te raconter pour finir, c'est un truc marrant. Vas-y. C'est qu'on utilise chez Atoa le plus vieux smart contract du monde. Parce qu'il existait avant Bitcoin. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on achète quand on achète un token Atoa? On achète un morceau du revenu locatif que donne le bien tous les mois et on achète un morceau de ce qu'on appelle un droit de bénéficiaire sur une fiducie. Alors, en fait, une fiducie, c'est quoi concrètement? Tu vas comprendre pourquoi je parle de smart contract. Il y a 3 acteurs autour d'une fiducie. Le premier, c'est nous, c'est ce qu'on appelle le constituant. On va demander à ce que la fiducie soit créée et on va faire écrire par quelqu'un qui s'appelle le fiduciaire un contrat en si alors. Donc vraiment, qui ressemble à un smart contract. Si il y a de l'argent à distribuer et qu'on ne le verse pas, alors il se passe ça. Si Atoa disparaît, alors il se passe ça. Voilà. Et donc, le contrat de fiducie est vraiment rédigé comme ça. Donc, nous, on va faire créer la fiducie, on va faire rédiger le contrat et on va transférer la propriété du bien immobilier à la fiducie. Et c'est un vrai transfert, c'est-à-dire que le propriétaire foncier de l'actif, c'est la fiducie. Ok. Le fameux fiduciaire, c'est celui qui a écrit le contrat. Ouais, c'est clair. Et qui va l'exécuter. Donc, il fera aussi Oracle. Ça me fait penser au trust aux États-Unis. C'est la version européenne du trust. Et en fait, justement, c'est ça. Beaucoup de successions se font de cette façon-là. Beaucoup de transmissions aussi. Et ouais, effectivement, c'est complètement le même objectif, quoi. Voilà. Et le troisième acteur, c'est le bénéficiaire. Et donc, le truc qui était un peu fou, alors, c'est la première fois que j'ai rencontré mon fiduciaire, je dis, est-ce qu'on peut mettre le droit de bénéficiaire dans un token? Il m'a regardé, il m'a dit, c'est quoi un token? Donc, on a fait un peu de blockchain sur les nuls. Je lui ai expliqué ce que c'était qu'un smart contract. Il m'a dit, mais c'est moi digitalisé. Je lui ai dit, bah oui, c'est à peu près ça. Et donc, je lui ai dit, mais est-ce que je peux, dans votre contrat de fiducie, mettre que pour trouver le bénéficiaire, en fait, je vais faire un snapshot et c'est le fait d'holder un token qui fait de moi un bénéficiaire. Il m'a dit, putain, mais on m'a jamais demandé ça. Il m'a dit, laissez-moi 2 semaines. Il est allé chercher et il m'a rappelé, il m'a dit, merde, ça marche. Ouais. Voilà. Et donc, ce qui nous a beaucoup plu et ce qui est un peu la clé de voûte d'Atoa et ce qu'adore notre fiduciaire, c'est que finalement, Atoa, ça fait travailler ensemble des smart contracts sur la blockchain et le plus vieux smart contract du droit traditionnel. Ah, c'est intéressant et c'est malin.
Bah, écoute, en tout cas, c'est très clair, on comprend bien. Prochaines étapes pour Atoa, il y a un nouveau programme bientôt. Alors oui, l'objectif cette année, c'est de faire un programme par mois. Voilà, donc là, on est fin mars, on en a fait 3. Donc pour l'instant, on tient la feuille de route. Donc oui, on devrait lancer un programme dans les 10-15 prochains jours. Voilà, donc le fait d'accélérer sur le rythme des projets qu'on propose, c'est un gros morceau. Le sujet Mika est un gros morceau pour cette année, clairement. Vous avez une deadline à partir duquel il faut être compliant ou Globalement, ça limite vos services? Voilà, en fait, on est dépendant de Mika pour pouvoir proposer le marché secondaire Ouais, c'est facilité. ça le truc. Voilà. Bien Donc, sûr. Et en Mika, attendant, tiens, j'ai une question oui, fiscalement, parce que ça y est, on commence à rentrer dans les périodes de réflexion, puisqu'on va devoir ouais. déclarer au mois de mai. Comment on doit déclarer ces actifs dans la partie crypto ou dans la partie titre Alors, si financier? tu hold le security token, c'est une valeur mobilière. Donc, nous, on Ouais. envoie un récap, en fait, il est parti la semaine dernière. On envoie un récap à nos clients de leur année et on leur dit même dans quelle case il faut déclarer ça. Voilà. Et donc, c'est une imposition à la flat tax. C'est pas considéré comme un loyer, donc un revenu foncier, c'est considéré comme un revenu de valeur mobilière. Par contre, effectivement, le jour où il y a tout le système que je t'ai décrit qui est opérationnel, en fonction de ce que tu hold, ça va changer ta déclaration. Donc ça aussi, on a un sujet d'accompagnement fiscal sur cette partie-là. Voilà. Ok. Donc Mika est un gros morceau. La partie développement tech pour permettre tout ça est aussi un gros morceau. Voilà, je pense que je t'ai résumé les 3 plus gros morceaux de l'année. Et après, on a plein d'autres petits sujets qui gravitent autour de ça. Voilà, mais c'est à peu près nos priorités de l'année qui vient. Eh ben, écoute, excellent. Et comment vous gagnez des sous, vous? Il y a des frais, une Ouais. commission sur ça? Alors, en fait, quand on présente le TRI, donc le taux de rendement interne d'un projet, en fait, est inclus dedans 2 choses. La première, c'est qu'on prend 10% du montant de l'acquisition du bien en commission spot. Voilà. Dans les projets à venir, on va se rémunérer avec un petit morceau du bien pour aligner nos intérêts sur ceux des clients, plus. Et après, quand on fait la gestion, on prend des frais de gestion, comme prend une agence quand tu mets un appartement en gestion dans une Mais c'est toi dans qui une agence t'occupes de la immobilière. gestion locative ou tu la sous-traites? Alors, on s'occupe d'une grosse partie. Ce qu'on sous-traite, par exemple, c'est les visites. Quand le bien est loin de là où nous on est, on a quelqu'un sur place qui s'occupe des visites. Par contre, la gestion, Guillemette, ma cofondatrice, faisait de la gestion avant qu'on se rencontre. Donc, on a beaucoup de choses qui sont internalisées. Voilà. Et pour nous, c'est important. On considère que plus tu sous-traites de choses, moins tu t'occupes du quotidien. Et c'est hyper important de finalement. Ouais, mais c'est pas scalable, tu peux pas tout faire. En fait, en gestion, tu peux automatiser pas mal de choses. Par contre, t'occuper des locataires, surveiller les paiements, etc. Ça reste faisable. Déléguer les visites, ça reste faisable. Voilà, mais il faut garder un lien avec l'ensemble Ouais. des biens toi-même, parce que finalement, l'état de tes biens, c'est la protection du capital de tes clients. Non, non, mais je Et en comprends. l'occurrence, la tienne, puisqu'on investit aussi Bah, bien sur sûr. nos propres projets. OK, bon, bah, c'est clair. Bah, écoute, Mehdi, merci en tout cas. C'était très intéressant. Tu es une personne hyper agréable. Vraiment, j'ai passé un bon moment avec toi. Merci beaucoup. On va te souhaiter plein de belles choses pour la suite. Et puis, nous, on se verra peut-être à la Paris Blockchain Week si tu es là ou à d'autres événements. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, j'ai adoré le moment. Donc, je te remercie pour les questions bien précises, bien pointues. Voilà. Merci à tous pour vos commentaires très sympas. Voilà. Et donc, le site atoa.io, alors, pas pour aller investir parce que là, pour l'instant, il n'y a pas de projet. Et Dior. Voilà. Moi, je suis hyper content parce que j'ai des clients qui vont faire des visites surprises sur des biens immobiliers. Ils font des vidéos au smartphone et ils balancent ça sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça canon. Voilà. Donc, avant de regarder ça, vous avez en bas du site le Telegram. C'est là où il y a
où il y a le plus d'activité, le Discord, le Twitter. Voilà, venez parler, venez discuter, venez regarder ce qui se passe, venez regarder comment ça se passe. Voilà, et après le reste, on verra plus tard, mais ça commence par là. Parfait. J'allais faire un disclaimer. Tu l'as très bien fait. Alors, je précise quand même, c'est important pour celles et ceux qui nous écoutent, que cette interview n'est pas du tout sponsorisée. J'ai souhaité rencontrer et faire venir Mehdi pour qu'on puisse échanger ensemble de la tokenisation immobilière et de l'innovation réglementaire qu'il a mise en place. Et donc voilà, donc c'est pas une présentation sponsorisée ou autre. Et donc, comme il l'a dit, très bien dit d'ailleurs, renseignez-vous, mais je ne vous cache pas quand même que c'est plus facile de vous inviter à faire vos recherches quand il s'agit d'investir dans l'immobilier que quand il s'agit d'un sombre protocole. En revanche, quoi qu'il arrive, renseignez-vous parce que voilà, tout investissement comporte des risques. Voilà. Merci encore, Mehdi. Je vais te libérer, te souhaiter bon appétit parce qu'il est temps, hein, je pense. Et puis, je vais te dire à très bientôt. À très bientôt. Merci à tous. Salut. Au revoir. Cette émission est terminée. Merci à vous tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas, si ça n'est pas encore le cas, de vous abonner, de laisser un commentaire, de partager le lien, de mettre des notes, d'activer la cloche. Bref, contribuez, abonnez-vous, soutenez-nous, c'est très important. On se donne rendez-vous demain matin pour un nouveau numéro de GM Web 3 en anglais dédié à l'écosystème Multiversix. On parlera notamment de la nouvelle mise à jour qui va bientôt être en phase test le 27, la mise à jour Andromeda. On parlera également d'autres sujets avec mon ami Arnaud. On sera avec Philippe, on sera avec Davy EGLD pour ceux qui le connaissent. Et puis vendredi, on se donne rendez-vous pour un nouveau numéro le matin où je vais recevoir Pascal Talarida. Vous savez, celui en début d'émission qui a foiré son intro. Et ce sera une interview où on va s'intéresser ensemble à son parcours, bien sûr, et surtout à savoir comment est-ce qu'on peut, en 2025, décentraliser ses finances, complètement se débancariser. C'est possible, il l'a fait. Et puis ensuite, je recevrai Lilian et Joe Star, que vous connaissez certainement, pour s'intéresser à l'écosystème Hyperliquid, le plus gros airdrop jamais vu. Plus de 7 milliards de dollars de tokens ont été offerts. Et là, ça y est, ils ont lancé leur mainnet. On va s'intéresser à l'écosystème qu'ils sont en train de développer. Voilà. Je lis les commentaires en même temps. GRM utilise un fond d'écran. C'est pas le prochain bien de Mehdi. Non. Bien vu. Merci à tous. Je vous laisse les réseaux pour vous abonner et je vous souhaite une belle journée, belle soirée, bon appétit. Salut.